Monsieur Mostafa Boubekri, il est consultant et formateur. Il va nous présenter une session intitulée Manager Coach, êtes-vous adapté pour manager la génération Y? À vous, monsieur. Merci. Donc, je serai également accompagné de Ahmed Sinawi, qui va m'accompagner en fait pour des jeux de rôle sur le management en fait de la génération Y. Il y a beaucoup de gens en fait qui me posent des questions. Ils me disent qu'est-ce que fait un Marocain en Tunisie. Ma réponse est toujours en fait j'ai envie en fait de travailler avec. Je trouve en Tunisie qu'il y a un capital humain qui est très intéressant. Donc il y a toujours une envie de travailler avec ce capital humain qui est caractérisé en fait par une génération de l'innovation. Et donc ce plaisir en fait que je trouve avec le travail avec sa génération, il y a des managers qui ont des difficultés en fait pour travailler avec sa génération. Donc je toujours pose cette question-là, pourquoi il y a des gens qui ont du mal à travailler avec cette génération qu'on appelle la génération Y. Donc on veut gérer en fait cette génération. Cette génération on l'appelle génération Y. Pourquoi génération Y? Il y a plusieurs raisons. Il y a des professionnels qui appellent génération Y parce qu'en fait il est venu après la génération X. Et la génération X en fait c'est les gens qui sont nés dans les années 50-60. Il y a des gens qui appellent génération Y parce que cette génération est toujours au début toujours accompagnée avec des écouteurs. Donc les écouteurs se forment de Y. Donc le fait qu'on appelle la génération Y. Et il y a aussi des gens qui appellent génération Y parce que c'est la génération de Y. Pourquoi? Parce que cette génération, toujours, elle pose la question, si on demande, il faut faire ça, 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 ils vont dire pourquoi. Donc le Y, ça vient de Y, parce qu'en fait, cette génération, elle est toujours en fait dans une phase d'enquête du sens des choses pour comprendre en fait ce qu'il faut faire. C'est une génération qui est caractérisée par le zapping, multitâche, c'est-à-dire on trouve cette génération toujours connectée, plusieurs fenêtres de Google Chrome qui sont ouvertes, plusieurs choses en même temps. Donc cette façon de travailler a développé la notion de multitâche dans cette génération. Cette génération elle est caractérisée aussi par l'impatience, par le fait qu'ils voient l'entreprise comme un réseau de contacts, un réseau de partage, un réseau de collaboration. Cette génération a envie d'avoir une gratification immédiate et cherche en fait la réputation qu'on appelle le personal branding. Donc cette génération en général elle est née entre les années 1979 et les années 1994. Donc grosso modo en fait ça c'est la génération Y. Donc à travers cette présentation on va voir 4 caractéristiques de cette génération et comment le management agile couplé avec le coaching va répondre aux besoins de cette génération. Donc on va commencer avec la première caractéristique, c'est que la notion de l'autorité. La génération Y est peu habituée à l'autorité. Le sens du chef, le chef il n'est pas vu comme quelqu'un qui donne des ordres, mais le chef ou bien le manager, elle est vu comme un chef qui n'a pas d'autorité, mais surtout qui doit jouer un rôle d'un support et d'un facilitateur. Le deuxième point, c'est que sa génération elle est impliquée dans les décisions, parce qu'en fait, dans la maison, avec leur famille, sa génération est toujours impliquée dans les décisions. Et donc, le fait qu'on arrive dans une entreprise, on voit qu'il n'y a que les chefs qui prennent des décisions, ça fait en fait cette génération mal, parce qu'ils ont envie de participer aux décisions d'entreprise, ils ont envie d'exprimer en fait leur avis et ils ont besoin de voir en fait leurs propositions acceptées par le management. Pour illustrer ce cas d'autorité, on va faire une petite scène avec Ahmed. Ahmed, j'ai besoin de développer une page web rapidement. Est-ce que c'est possible de me livrer d'ici 3 jours? 3 jours? À l'époque, je le faisais en 5 jours, en 2 jours.
Même. 2 jours, mais je pense que 3 jours c'est trop peu. Non, c'est faisable. Tu peux essayer, tu peux... Moi je propose 5 jours. Non, de toute façon, il y a une contrainte client, il faut qu'on la fasse en 3 jours. Mais ça sera possible, je pense. On peut. D'accord. Essaye, on fait. Donc après un jour, je demande un feedback et un retour. C'est bon, Ahmed, t'as mené? Oui, j'avance. T'avances? Ouais. Donc c'est possible, la passe sera livrée dans 3 jours. J'avance. D'accord. Donc, en général, en fait, lorsqu'on essaie d'estimer à la place en fait, d'un développeur, forcément, ce développeur-là, parfois, il n'est pas content, parce qu'il va dire, le manager, de toute façon, il ne connaît rien, il est en train d'estimer à ma place. Et en général, beaucoup de développeurs, ils rentrent dans ce qu'on appelle en fait l'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est-à-dire que, ok, pour illustrer, on va prendre le cas très simple. Imaginez par exemple quelqu'un qui appelle le support d'IBM pour un problème au niveau de son PC. Ok, il appelle le support. Et après, en fait, ok, le support dit en fait qu'il va arriver d'ici 1 heure. Ok, donc la personne a appelé à 8 heures, 9 heures il n'est pas venu, 10 heures il n'est pas venu, 11 heures il n'est pas venu, 14 heures il n'est pas venu. Donc la personne il va commencer à avoir des problèmes. Pourquoi il y a tel retard? Parce qu'en fait, le support d'IBM il est rentré dans un tunnel. Après, il est sorti à 17h. Imagine que le support arrive à 17h. C'est quoi le sentiment de cette personne-là? Il sera frustré parce qu'on a passé plus que 6 heures à attendre le support. Par contre, si le support sort à 8h, après, à chaque fois qu'il y a un problème sur la route, il va appeler la personne. À 9h, il appelle. Désolé monsieur, j'ai un problème de bouchon sur la route. Ok, pas de problème, j'attends. À 10h, j'ai un problème, j'ai fait un accident. Donc à chaque fois qu'on donne en fait des mises à jour, des feedbacks, la personne qui attend, il ne va pas entrer dans une situation de frustration. Donc c'est pour cela en fait le cas Ahmed il est rentré dans un tunnel, il me dit j'avance, mais par contre j'ai pas de statut, j'ai pas de feedback. Donc après 3 jours, c'est bon, on peut livrer aujourd'hui? Non. Pourquoi? J'ai pas terminé. Pourquoi t'as pas terminé? En fait on n'a pas dit 3 jours? Oui, c'est toi qui as dit. Et tu as accepté? Oui. Parce qu'il fallait. Il fallait quoi? Il fallait accepter. Pourquoi il fallait accepter? Parce que tu l'as dit. Donc ce cas-là arrive souvent, c'est-à-dire que après 3 jours, après 5 jours, le produit n'est pas terminé, la livraison n'est pas prête, et donc on ne peut pas livrer. Donc, et surtout, moi, permets-moi d'intervenir, c'est surtout on déresponsabilise le collaborateur. C'est-à-dire, on prend à sa place des décisions. Et comme ça, on le déresponsabilise, donc c'est la responsabilité du chef. Et lui, il fait ce qu'il veut, et finalement, c'est pas lui qui a décidé. Voilà, exactement. Donc, suite à cette situation-là, de toute façon, après 3 jours, on ne peut pas livrer. Après même 5 jours, on ne peut pas livrer. Si on avait fait le premier choix, c'est-à-dire accepter l'estimation de 5 jours, forcément, en fait, la personne, il sera motivé pour la faire, parce qu'on a pris en considération, en fait, la vie du collaborateur, et surtout, en fait, c'est lui l'expert. Donc, c'est lui la personne qui connaît, en fait, son domaine. Voilà. Par contre, moi, en tant que manager, j'ai pas une vision, en fait, sur sa façon de faire, sur la technologie qu'il travaille. Dire, moi, à l'époque, lorsque j'étais sur un autre projet, j'ai pu le faire en 2 jours, ça, c'est pas normal. Parce que c'est pas le même contexte, c'est pas le même projet. C'est pas la même personne. C'est pas la même personne aussi. Si lui, il peut faire ça en 3 jours, les autres, c'est pas évident qu'ils peuvent faire ça en 3 jours. Exactement. Donc, par rapport à ça, la solution à ça, c'est que le management il doit essayer d'adapter un style de délégatif, comme plutôt quelqu'un qui donne des ordres. Donc, le manager doit coacher ses portes d'équipe pour sa montée en compétences. Il doit essayer de développer la délégation en respectant le modèle situationnel, le management situationnel. Le management situationnel, c'est quoi? C'est que on ne peut pas manager un collaborateur de la même façon qu'on manage un collaborateur débutant, un collaborateur qui a une expérience ou un collaborateur qui est autonome. Lorsqu'on a un collaborateur qui est débutant, ce collaborateur-là, lorsqu'il commence un job, il est toujours motivé. Par contre, il n'est pas expert. Donc, le management situationnel dit qu'il faut être directif.
ce qu'on dit directive, c'est-à-dire qu'on doit donner des tâches et le suivre. Par contre, il ne faut pas rester dans cette phase-là, il faut qu'on essaie de faire monter cette personne-là en compétence. Et donc le deuxième style, c'est que cette personne-là est toujours, en fait, novice et débutant dans son domaine. Par contre, il commence à fréquenter des gens. Donc il commence à entendre des histoires sur l'entreprise. Et comme sa motivation commence à baisser. Une fois qu'on est dans cette situation-là, donc là, il faut adapter un nouveau style. C'est qu'il faut qu'on commence à coacher, en fait, cette personne-là. Coacher, donc une fois qu'on commence à coacher et former cette personne, la motivation va commencer à monter petit à petit. Donc après, on passe au style s'est porté, c'est-à-dire que si bon, une fois la personne est montée en compétence, donc là, on peut la laisser porter, on la laisse, et on reste derrière pour l'accompagner. Après, on peut adapter, utiliser le style, le quatrième style, c'est le délégatif. C'est bon, la personne est autonome, motivée pour travailler. Le manager coach doit rapidement faire monter cette personne, le collaborateur, en compétence pour qu'il utilise en fait le style délégatif. Si on est toujours en mode directif avec nos collaborateurs, à un certain moment, on va commencer à avoir des personnes qui sont motivées. On ne peut pas faire des chiffres, on ne peut pas faire réussir l'entreprise avec des gens qui sont démotivés. Troisième point, c'est l'auto-organisation. L'auto-organisation, c'est une solution pour les entreprises en fait, qui opèrent dans un marché de plus en plus complexe. On ne peut pas rester toujours derrière les gens, utiliser un style directif. Il faut qu'on arrive à monter en compétence les personnes pour qu'ils s'auto-organisent tout seuls et qu'ils arrivent à travailler tout seuls sans le manager. On va prendre un exemple de ce cas-là de l'auto-organisation. C'est le cas, c'est pas une entreprise de développement informatique, mais c'est une usine. C'est le cas Favi. Le cas Favi, en fait, c'est une entreprise qui ont pu mettre en fait l'auto-organisation, sachant que la majorité des gens ils sont des ouvriers, donc ils ne sont pas des cadres, des ingénieurs comme vous, mais quand même l'auto-organisation a bien réussi chez Favi. Donc en fait, Favi, c'est une entreprise de fabrication des pièces mécaniques pour le marché de l'automobile. Et donc, cette entreprise-là fonctionne sans pointeuse, donc on voit bien que pas de pointeuse, mais jamais de retard dans cette entreprise. Et le plus important, c'est, on le voit déjà dans le pancarte qui est en haut, c'est que l'entreprise est organisée sous forme de mini-usine. Et chaque mini-usine travaille pour un client spécifique. On voit le cas ici, cette équipe-là, c'est mini-usine Renault. Ils ont un seul client, ils travaillent pour ce client-là. Et cette entreprise, elle est auto-organisée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un chef, mais elle appelle un leader. Et elle gère leurs horaires de travail, leurs congés, les augmentations, tout ça en mode autonome. Donc il n'y a pas de directeur d'entreprise en fait, qui fait décliner en fait, un certain nombre de stratégies sur l'ensemble des équipes, mais chaque équipe elle est autonome, ils travaillent sous forme de mini-usine. Et donc, un point très important, c'est que les employés dans ce cas-là, ils travaillent pour leurs clients et non pas pour leur chef hiérarchique. Et je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui vont dire non, ça va marcher, on ne peut pas laisser nos employés travailler comme ça. Nous, après le cas de Favi, malgré qu'en fait c'est une usine où la majorité en fait, des employés, ça a marché. C'est-à-dire que lorsqu'on fait confiance aux collaborateurs, lorsqu'on responsabilise les gens, on arrive à atteindre en fait, des bons résultats. À titre d'exemple, pour le marché en fait, de l'automobile, il faut savoir qu'il y a pas mal en fait, de fournisseurs. Il y a des dizaines d'années qui travaillent, en fait, qui sont installés toujours en France. Une majorité en fait, ont délocalisé dans des zones low cost. Le Favi, en fait, c'est le cas d'entreprise qui a pu en fait, résister en restant en France. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont pu s'auto-organiser, améliorer leurs résultats, améliorer leur productivité. Cette entreprise, il repose en fait sur 4 valeurs, 4 commandements, c'est la bonne foi, le bon sens, la bonne volonté et le bon humeur. Donc ça c'est un cas d'exemple d'une société qui a réussi l'organisation, et toujours on prend le cas Favi comme une notion qu'on appelle l'entreprise libérée. Libérée, c'est-à-dire que c'est bon, on a libéré en fait les employés de la hiérarchie, c'est le chef qui dit tout, qui a les compétences, qui connaît tout. Deuxième caractéristique en fait de la génération Y, c'est que cette génération, ils ont envie, ou plutôt ils voient l'entreprise comme un réseau. De fait que toujours ils travaillent, toujours ils sont connectés, toujours ils sont sur Facebook, sur Twitter,
Donc pour eux, l'entreprise est vue comme un réseau. Lorsqu'on considère l'entreprise comme un réseau, cette génération cherche à avoir une communication directe. Communication directe avec leurs collaborateurs et surtout avec leurs responsables hiérarchiques. Donc lorsqu'on est dans un réseau, c'est-à-dire qu'on a besoin de partager, collaborer et surtout ne pas juste recevoir des ordres de nos chefs. Donc cette génération, comme on a dit, ils préfèrent avoir le contact direct et l'établissement des relations. On va prendre un cas concret du cas des générations Y qui cherchent toujours à avoir un réseau d'entreprise et qui voient l'entreprise comme un réseau. C'est lui le chef toujours, mais c'est dans son bureau. Ça, moi je suis pas de génération, donc je n'utilise pas l'iPhone. D'accord. Mustapha, tu sais, dans notre projet, il y a beaucoup de modules qui sont nouveaux pour nous, et je pense que ça sera bien qu'on commence à rédiger des wikis pour capitaliser sur ces modules-là. Et surtout, je te propose de créer un réseau de compétences. Par exemple, on peut se réunir chaque semaine, 2 heures par semaine par exemple, et se partager les idées, se partager les compétences, se partager les connaissances. Ah, donc t'as pas beaucoup de travail, t'as du temps libre? Hein? T'as du temps libre? Mais je te parle de capitalisation. Tu sais, la capitalisation, maintenant, c'est quelque chose de très, très efficace et très, normalement, avantageux pour le projet. On a un projet critique, il faut qu'on le livre d'ici 2-3 semaines. Et On les donne 2-3 semaines. Donc, je t'envoie le nouveau planning, il faut le faire, et après, peut-être si on trouve le temps, on peut discuter sur le projet. Ok? t'es sûr? Donc après 2-3 jours, on va revenir. Donc, souvent, en fait, les managers, le management est toujours axé sur le court terme. Ils ne voient pas le long terme. Tout ce qui est motivation de collaborateurs, tout ce qui est réseau de compétences, tout ce qui est réseau de partage, pour le management, en fait, ça n'a pas de sens. C'est une perte de temps. Le plus important, c'est qu'il faut qu'on arrive à livrer. Sachant que parfois, en fait, ce partage, ces réseaux de compétences, de pratiques, normalement améliorent notre façon de faire et va nous permettre surtout de livrer en fait les clients de manière rapide. Par contre, si on arrive à réfléchir à long terme, on va prendre les quelques caractéristiques du manager coach, comment il gère en fait cette situation. Le manager coach communique face à face, donc toujours il a les compétences de bien communiquer avec le collaborateur et surtout il a la notion de l'écoute active. Parce qu'on ne peut pas proposer des solutions, on ne peut pas prescrire des solutions si on n'a pas la compétence de l'écoute active. Donc le manager coach, surtout le manager agile, il a la compétence de communiquer face à face, donc ce qui répond aux besoins de la génération Y. Deuxième point, c'est la collaboration. Le manager coach, il encourage la collaboration et le partage dans l'équipe. Et comme on a vu, en fait, la génération Y cherche la collaboration et le partage dans l'équipe. Surtout le manager coach, parfois on trouve des managers qui travaillent sur plusieurs projets, donc il a le potentiel de faire fédérer des compétences et des expertises entre différentes équipes. Le manager coach initie et soutient les communautés de pratiques de connaissances, et surtout le manager coach base sa relation sur la confiance. On ne peut pas coacher, on ne peut pas faciliter, on ne peut pas orienter des gens s'il n'y a pas la confiance dans l'équipe, s'il n'y a pas la confiance entre les personnes. On va prendre un cas d'entreprise vraiment très agile, c'est le cas de Spotify. Spotify, en fait, c'est une société qui a développé un logiciel de streaming de musique, musicale. Donc, Spotify, je crois jusqu'à juin 2013, ils ont 6 millions de clients et 24 millions d'utilisateurs. Donc, Spotify, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, l'entreprise, en fait, elle est organisée sous forme qu'on appelle des tribus. Tribus, c'est connu, l'entreprise, elle est partitionnée, en fait, sous forme de tribus. Et dans chaque tribu, il y a plusieurs, ce qu'on appelle des squads. En fait, des squads, en fait, c'est des petites structures de 5
à 7 ingénieurs qui vont former ce qu'on appelle une mini-startup. Et donc, chaque mini-startup a sa façon de travailler, a ses objectifs et a des compétences locales. Donc, on a vu en fait plusieurs, donc chaque squad est formé de 5 à 7 ingénieurs et un ensemble de squads forme une tribu. À ma connaissance, chaque tribu ne doit pas dépasser 120 personnes. Après, dans chaque tribu, on va essayer de monter en fait des compétences, de former du groupe de pratique de compétences qu'on appelle des chapitres. Donc on va prendre des personnes de chaque squad et on va former ce qu'on appelle des chapitres. Ces chapitres-là, en fait, ils vont se réunir autour d'une thématique, d'une technologie, d'une compétence bien précise. Et au niveau de l'entreprise, donc au niveau de différentes tribus qui forment l'entreprise, on va former ce qu'on appelle des guildes. Les guildes, en fait, c'est des réseaux de compétences entre les différentes tribus. Donc, de cette façon, on a créé des réseaux de compétences au sein de chaque tribu et des réseaux de compétences au sein de l'ensemble de l'entreprise. Il faut savoir que Spotify, comme c'était présent tout à l'heure, Zappos, c'est parmi les entreprises qu'on appelle des happy companies, où les salariés sont vraiment bien heureux de travailler dans l'entreprise. Donc ça, c'est un cas d'exemple d'une entreprise qui ont mis en place en fait, les réseaux de partage et de pratique. Deuxième caractéristique de la génération Y, c'est que la génération Y est avide du sens. C'est-à-dire que la génération Y a besoin toujours de poser la question pourquoi, why, pourquoi je dois faire telle tâche, pourquoi on doit lancer tel projet, pourquoi on doit arrêter tel projet. D'habitude, le management classique, pour lui, la communication, surtout, il considère que la communication comme toujours confidentielle, il ne doit pas partager, il ne doit pas informer les salariés, toujours la communication doit rester au niveau des top management, l'information ne descend pas aux collaborateurs. Non, en fait, la génération Y a besoin de comprendre les décisions qui sont prises par l'entreprise. Et donc, le manager doit expliquer en fait ces décisions et partager l'information. Et surtout, il doit utiliser en fait le partage d'informations et informer le collaborateur comme un levier de performance. On va prendre un cas d'exemple des situations qu'on est en train de vivre pratiquement chaque jour, décisions qui sont prises sans qu'on informe en fait le collaborateur. Tu sais, de plus en plus, on entend qu'apparemment il y a un problème avec le client sur notre projet. Donc on se pose tous la question, est-ce qu'on va terminer le projet ou pas? Est-ce que ça va être arrêté ou pas? Non, on continue le projet. Donc, non, on va livrer le projet, on va continuer le projet. Et le projet, ça va pas s'arrêter. Mais est-ce qu'il y a des problèmes avec le client? Est-ce qu'on peut aider sur quelque chose? Non, on a livré la dernière version a été acceptée par le client, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas quelque chose sur lequel on peut aider ou... Non, pour l'instant, il n'y a pas de problème. T'es sûr? Oui, de toute façon, il faut juste continuer la dernière version et de toute façon, on livre la semaine prochaine. D'accord. Ok. Mustapha, la dernière fois, on a entendu qu'apparemment il y a un trop grand problème avec le client. Donc je te repose la question, est-ce qu'il y a un problème sur le projet? Parce que s'il y a un problème vraiment et on va arrêter le projet, il est temps de commencer à capitaliser ou bien de revoir la stratégie du projet. Donc est-ce qu'on peut aider sur ce point ou pas? Oui, j'ai oublié de vous le dire. En fait, c'est bon, on a arrêté le projet, donc il faut que tu bascules sur le projet bêta. Ok. Je t'envoie la documentation et les exigences et après on fait le point au début de la semaine prochaine. Ok. Non, Mustapha, je te parle du projet pilote. Non, c'est arrêté. Il faut pas que tu rebascules en fait sur un autre projet. Est-ce que je peux avoir des vacances? Donc, beaucoup de décisions qui sont prises au niveau management, beaucoup de choses qui se passent avec nos clients, beaucoup de choses se passent au niveau de l'environnement, et malheureusement, en fait, nos collaborateurs ne sont pas informés. Et parfois, les managers, ils ont les informations, par contre, ils ne les partagent pas. Parce qu'ils ont peur, que si ces informations sortent, ils ont peur que l'équipe, on prend le cas exemple de Ahmed, je suis sûr que le manager va dire que dans sa tête, si je dis à Ahmed que le projet va s'arrêter ou on a des problèmes, il va être
démotivé, il va arrêter de développer. Non. Il faut l'impliquer dans la décision et il va continuer jusqu'au bout dans le projet. Donc, le manager agile, manager coach, doit en fait essayer de partager l'information et utiliser ce partage-là comme un levier de performance. Parce que si le collaborateur est impliqué en fait dans les décisions de l'information, il sera plus en plus motivé. Imaginez le cas de Ahmed, ça a été traité comme une machine. C'est bon, le projet ça a été réglé, tu bascules sur le projet bêta. Après on se voit la semaine prochaine, on fait un point. Pas de bilan, pas de rétrospective, il n'y a rien, il bascule, après on commence un nouveau projet et on refait les mêmes erreurs, les mêmes expériences et donc on a plus en plus de projets en échec. Parce qu'en fait, nos développeurs en fait, sont pas habilités. Et parfois, on pose toujours la question pourquoi on a plus en plus de bugs dans nos produits. Pourquoi on a plus en plus des versions qui sont refusées par les clients? Et ben, parce qu'en fait, les gens ils sont pas dans leur peau, ils ne sont pas motivés, ils ne sont pas des happy people. Donc, le manager coach doit définir les enjeux du projet et de la mission. Il doit expliquer, il doit donner des roadmaps. À chaque fois qu'il y a une mise à jour au niveau marché, au niveau client, au niveau top management, on doit informer le collaborateur. Et surtout, il doit donner en fait une big picture du projet. On ne peut pas motiver les gens si on ne partage pas la vision avec nos collaborateurs. Si on donne juste une vision à une semaine, à un jour, les gens ils vont venir le matin, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Par contre, si on partage une vision, on donne la big picture, ok, on a des gens qui vont venir le matin et ils savent bien que, ok, on a une livraison pour tel client très important, on va livrer d'ici la fin de l'année, je suis très motivé pour la faire. Donc finalement, en fait, le management intergénération, en fait, c'est une réalité, donc il faut, c'est le moment pour adapter son style. On ne peut pas rester avec nos anciennes méthodes de gestion et de management. Maintenant, la majorité en fait des entreprises, la majorité en fait s'y constitue avec des collaborateurs qui sont nés entre les années 1979 et 1994. Il faut qu'on adapte notre façon de faire et notre style de management à cette réalité. Merci. Alors, c'est pas trop fort, moi je m'entends, non, c'est bon. On s'est rendu compte ce matin avec Frédéric, donc moi c'est Xavier, lui c'est Frédéric, on va se présenter. Bonjour à tous. On s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des attentes peut-être sur qu'est-ce que c'est que l'agilité, et une attente de votre part pour découvrir peut-être au-delà de l'esprit, des pratiques ou autres. Et c'est vrai qu'en ce qui nous concerne, on a une présentation qui est un retour d'expérience et sur laquelle on s'est basé plutôt sur un a priori que l'auditoire connaîtra au moins théoriquement ce que c'est qu'une méthode agile, Scrum en particulier par exemple. Est-ce que c'est le cas? Qui connaît Scrum, ne serait-ce que de nom, et un petit peu les pratiques? Waouh! Et qui connaît rien de rien à l'agilité et en fait est là en se disant je vais apprendre des choses sur l'agilité. Je prépare mon rôti de la fin de la séance. Alors vous ne serez pas surpris parce que... Donc, qui ne connaît pas l'agilité est en attente d'apprendre des choses sur l'agilité? Pas tant que ça. Qui est là et il ne sait pas pourquoi? D'accord. Il a fait la lumière, il est rentré. Je ne sais pas quelle heure il est. Mais on a moins le quart. Et j'ai 16h15, on a négocié. Là, j'ai essayé. Ce que je voulais faire, c'était éventuellement vous parler de certaines pratiques, parce qu'on va à un moment donné parler un peu langage Scrum, un peu vocabulaire agile, etc. On va essayer d'éviter, mais il y a des choses, il y a des messages qu'on souhaite passer où c'est mieux que l'auditoire comprenne. Donc, j'essaierai sans le micro, en criant fort, enfin j'essaierai de vous expliquer certaines choses. Voilà, ça fera partie c'est la partie improvisation. Bon, t'es prêt? Allez, bonjour, Tunis. Alors normalement on avait prévu de venir avec un gyrophare, mais en fait on va le faire nous. Exactement. Je n'ai pas la lumière. Non, on est très content d'être avec vous. Pour nous, c'est une première. Et du coup, ça va introduire d'ailleurs notre présentation.
Moi, ça fait plusieurs années, quelques années que je fais de l'agilité. En fait, j'ai découvert les pratiques agiles en 2002, mais on en reparlera après. Et je me pose la question depuis un peu plus récemment de comment faire profiter peut-être de certaines choses à la communauté agile, puisque c'est la logique du partage, d'apprendre les uns les autres. Et j'arrive pas à trouver de sujet. Alors je vais à certains Scrum Day, etc., mais pour moi c'est un peu frustrant. Voilà, j'arrivais pas à trouver de sujet. Et j'ai eu une idée en participant donc, à un projet sur lequel j'ai rencontré Frédéric, de me dire peut-être que ça peut avoir le coup de faire un retour d'expérience. Ça peut être une façon d'apporter quelque chose. Il y avait aussi cette idée d'apporter quelque chose que d'autres n'apporteront pas forcément. Voilà, donc du coup, on est là pour vous raconter cette histoire. J'ai proposé à Frédéric de le faire avec moi parce que je suis très mauvais en présentation PowerPoint et lui il est super balèze. Et donc du coup, voilà. Donc l'histoire, on parlait de storytelling ce matin, c'est vrai qu'on va vous raconter une histoire qui est celle donc, de ce projet, ce programme en cascade auquel nous avons participé et on a eu la direction de programme nous a sollicité séparément, on ne se connaissait pas, en tant qu'agiliste. Et on va vous raconter ça. Voilà. Donc, voilà, la cascade. Ah oui, il y a en avant-première internationale de Le Monde, Ah oui, c'est vrai. quand même, vous allez apprendre quelque chose. En fait, vous l'avez déjà appris ce matin, mais c'est pas grave. Et donc, c'est à la fin de la présentation. Donc, vous êtes obligé de rester si vous voulez découvrir le truc fondamental qu'on va vous apprendre. C'est la 5e valeur du manifeste agile. Voilà. C'est important. Hein. Pour ceux qui étaient là ce matin, vous avez pu voir les quatre valeurs. Pardon? Ah ouais, vous allez voir. Ah, vous allez voir. Voilà. Et donc, on est à l'origine d'une 5e valeur du manifeste. Donc, et c'est en avant-première ici à Tunis. On ne l'a dit à personne avant. C'est une première internationale de Le Monde. On a voulu que ça soit chez vous que ça se passe. Donc, vous allez découvrir ça en toute fin de présentation. Pour ceux qui auront le courage de rester jusqu'au bout. On est parti, on se présente. Donc je suis Frédéric Joliot, ça fait un peu plus de 16 ans que je travaille, donc ça indique sur mon grand âge, donc dans le domaine des projets informatiques. En tant que pilote de projets informatiques, une grosse partie de ma carrière déroulée sur des projets un peu classiques, cascade, cycle de vie de projet en V. En 2004, je découvre des pratiques autour d'une démarche qui s'appelle Extreme Programming et ça me séduit, je me dis oh là là, il y a des trucs qui ont l'air sympas, ça parle de gens, d'êtres humains, on communique, oui, ça me paraissait plutôt bien. Pendant des années, donc, j'ai cherché à appliquer les pratiques des démarches agiles que je pouvais aller butiner un peu sur le web. Mais un petit peu à contre-courant de ma société et un peu à contre-courant de mes clients aussi souvent. Et puis la consécration, c'était en 2012 sur le fameux projet sur lequel on s'est rencontré avec Xavier, où là, et mon patron et mon client sont venus me trouver pour dire, là Frédéric, on est un petit peu dans la mouise, on aurait bien besoin de mettre un peu d'agilité pour nous sortir le programme qu'on est en train de mettre en place. Donc voilà, la photo que vous voyez là, c'est les Hospices de Beaune. Je viens d'une province française qui s'appelle la Bourgogne, et donc c'est une photo représentative de la ville où je suis né. Et oui, et donc en France, il n'y a pas que la Bourgogne, il y a aussi la Méditerranée. Donc moi, mon origine, elle est plutôt un peu comme vous, je suis méditerranéen. Donc c'est pour ça que c'est quand même plus joli. Parce que là, non, les Hospices de Beaune, c'est très beau. Faire un peu de pub touristique. Donc je disais tout à l'heure, moi j'ai découvert l'agilité en 2002 avec Extreme Programming. Voilà, après donc je suis praticien et puis petit à petit à rentrer dans le rôle, j'aime bien la dénomination du serviteur, leader agile, l'idée d'être au service de l'équipe, au service des autres, au service du projet. Et je pense que c'est une bonne façon de penser le rôle de l'agiliste. Voilà, on va pas en dire plus, hein. Je suis âgé. Bon. Un peu plus que moi, c'est vous dire s'il est vieux.
passer à la suite. Ouais. Alors, Ça c'est pour toi. ouais, c'est pour moi. Donc, on en a déjà parlé ce matin des 4 valeurs du manifeste Agile. Donc, on tenait à les rappeler en début de présentation parce que c'est vraiment ce qui est porteur de notre démarche et de ce en quoi on croit dans le monde du travail que l'on fréquente de manière générale et puis dans les projets informatiques sur lesquels on intervient. Donc, tout ce que vous voyez écrit là, ça fait partie des projets informatiques. Les individus, oui, les processus et les outils, il y en a, je dirais même, il en faut. Des produits et de la documentation, il y en a, il en faut également. De la collaboration, il y en a, il y en faut, mais des contrats aussi, quand on fait de la prestation pour un client, etc. Et puis, les plans, on est bien placé pour savoir qu'il y en a. Le changement, que ce soit décidé ou malgré nous, il y en a également. Donc, ce qu'on montre ici, et ce que montrent les valeurs du manifeste, c'est de dire que, effectivement, tout ce qui est sur cette diapo constitue un projet informatique, mais ce qui est sur la partie gauche, c'est ce que l'agilité cherche à mettre en avant. C'est-à-dire que les processus, les outils, c'est nécessaire, mais les individus, c'est prioritaire et c'est ce qui constitue le centre de notre métier. La documentation, c'est nécessaire, mais le produit, c'est quand même la finalité. Le client, il attend qu'on lui livre quelque chose de fonctionnel, d'utilisable. Le contrat, c'est nécessaire entre les différentes parties, mais la collaboration, c'est vital pour mener à bien nos projets et de même avoir un minimum de planification et d'objectifs de date et d'objectifs financiers, c'est également une nécessité, mais l'acceptation du changement fait partie de la culture agile que l'on véhicule. On parlait tout à l'heure de qu'est-ce que c'est que l'agilité, c'est accepter les règles du jeu. C'est vrai que Pablo disait de complexité. L'idée c'est ça, c'est accepter que, en particulier le développement informatique, c'est incertain, c'est non prédictible. Les fondements de l'agilité viennent de là. C'est accepter l'incertitude, accepter le non prédictible. Donc l'acceptation du changement, c'est plus de dire, c'est plus que simplement dire je veux bien qu'il y ait des changements, c'est dire de toute façon ça fait partie du jeu. Voilà. J'ai oublié mon masque et mon tuba, mais c'est pas grave, je l'ai là. Et alors mémorisez bien ce slide parce qu'à la fin il y aura la 5e valeur de l'agilité. Donc tout ça, c'est bien joli, les 4 valeurs de l'agilité. Ça permet de cadrer les choses, c'est important. Mais il y a un élément qui est également important pour nous, c'est l'ouverture d'esprit. Rester ouvert, sans chapelle, et avoir à la limite, c'est un petit peu ce que dit ici, donc c'est Alistair Coburn qui a proposé cette démarche du serment de non-allégeance. Alors c'est intéressant parce qu'il y a un petit oxymore là, c'est-à-dire une contradiction dans l'expression, c'est-à-dire que je prête serment, je jure de ne jamais jurer sur quoi que ce soit. Définitivement. Voilà, c'est d'être ouvert à toutes les pratiques, toutes les idées, pour peu qu'on soit dans un objectif d'efficacité. Donc on vous propose de faire comme nous. On prête serment, qu'on a prêté, Frédéric et moi, prête serment de non-allégeance. Exactement. C'est d'autant plus important que vous allez le voir, l'agilité que le client fait appel à nous, en disant, voilà, on est sur un gros projet de migration de système d'information. On est dans le domaine de la distribution de l'eau. Donc c'est des gens qui vont distribuer de l'eau aux particuliers comme aux entreprises et qui facturent cette eau et qui gèrent leurs relations clientèle. Ils ont un objectif fort de migrer, donc de refondre l'intégralité de leur système d'information à fin 2012. Donc le 1er janvier 2013, tout doit être basculé, les données, les nouvelles applications, tous les flux doivent communiquer. Et donc là, on est à moins d'1 an de l'échéance, et tout ne roule pas comme sur des roulettes. Il y a des difficultés, et c'est dans ce cadre-là que ce client fait appel à Xavier et à moi sur 2 projets particuliers. En fait, c'est une refonte qui fait intervenir, je ne sais plus, entre 130 et 150 personnes, c'est quand même assez costaud, réparti sur 12 projets. Et donc on va intervenir chacun sur un des 12 projets, notamment parmi les projets un peu critiques, qui ne sont pas forcément en très bonne santé début 2012. Et puis nous, comme on est un petit peu inconscient, Un peu fouffélé. on est un petit peu fou, donc on accepte. Let's go. Voilà.
Donc le constat en arrivant, c'est qu'effectivement, c'est pas la fête. Donc moi je sors d'entretien, le client m'a expliqué qu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion, que la conception était au point mort, les équipes ne savent pas où elles vont, donc c'est dur. Donc il y a vraiment un état d'esprit qui est dans la perte de confiance. Ce qu'il faut, juste pour vous aider à fixer les idées, le périmètre sur lequel j'interviens, c'est le périmètre clientèle dans ce SI. Donc en particulier, il y a plusieurs applications dans ce périmètre. Il y en a une en particulier qui est une application de CRM qui est en mode SaaS. C'est Oracle CRM on Demand au code. Voilà. Et côté migration. Donc, toi, tu interviens sur CRM, sur la partie gestion clientèle. Moi, j'interviens sur tout ce qui est migration de données. Donc, on part d'un système existant qui est assez ancien. Il doit avoir plus de 30 ans, écrit en COBOL, des fichiers plats, VESAM, pour ceux qui ont connu ça. Bon, je pense que vous êtes tous trop jeunes pour avoir connu cette époque-là, mais il a existé des écrans noirs et verts sur lesquels on connaît sans qu'il y ait plus de 2 couleurs. Et les octets qui descendent. Voilà, c'est ça. C'était juste après les fiches micro-perforées pour développer les programmes. Et donc on passe de ce système-là avec des données dans des fichiers assez bizarrement structurés, mais enfin, c'est aussi la vie d'un système informatique, la vie de système applicatif. Et puis derrière, on veut quelque chose de moderne, avec des bases de données relationnelles, avec des web services, avec tout ce qu'on connaît sur les applications un peu plus récentes. Donc on met en charge d'intervenir dans un premier temps en coaching agile sur le projet de migration. Et le projet de migration, il n'est pas tellement en meilleure santé que celui de Xavier. On voit qu'il y a déjà 2 chefs de projet qui sont partis à la poubelle. On en est au 3e. Alors j'en ai tué 2 aussi, enfin pas moi, mais ils en ont tué 2 voilà, aussi. Donc il y a déjà, les poubelles sont déjà pleines quand on arrive. Donc ils ont instauré 2 chefs de projet sur la migration. Je rappelle donc cette échéance très très forte du 1er janvier 2013. On nous explique que c'est la ligne de la mort, il faut absolument y arriver, sinon on nous coupe la tête. Et puis bien sûr, dans ce contexte-là, avec en plus côté migration, une équipe qui est déjà un peu essorée parce qu'ils sortent d'un projet précédent sur de la tarification, si je me souviens bien, où on les avait déjà bien sollicités, des heures sup, des astreintes le week-end, etc. Donc les gens sont un petit peu sur les genoux, une ambiance plutôt morose, et donc un peu à l'image de ce que disait Xavier, la confiance n'est pas vraiment là. Alors j'ajoute une chose, c'est vrai qu'au niveau de sur CRM, je reviens au périmètre clientèle, on a une équipe qui est sur la défensive. Donc c'est un peu le réflexe, on disait dans les 4 valeurs, la collaboration plutôt que le contrat. Là on est dans le réflexe du contrat. C'est-à-dire que le chef de projet qui vient d'être essoré, au moment où j'arrive, il devait rendre des comptes, et on était en train de regarder, comme c'était des sous-traitants qui intervenaient, on avait des experts au code qui étaient là pour intervenir, on était en train de regarder les engagements, le respect du planning à la lettre, etc. Et ça n'avançait pas. Voilà. Alors il faut quand même saluer la direction de programme qui, face à ça, reconnaît qu'elle a un peu tout essayé, et a l'ouverture d'esprit, et garde-le à l'esprit ça aussi, de dire pourquoi pas l'agilité, puisque les agilistes ils disent qu'ils délivrent, qu'ils démontrent que ça avance, on essaye ça. Voilà. C'est vrai qu'on avait une direction de programme très pragmatique, très ouverte et qui n'hésitait pas à prendre des décisions, alors parfois un petit peu radicales, mais globalement ça a quand même bien servi le programme. Et c'est vrai que pour ceux qui étaient là ce matin à la présentation de Pablo, on insistait sur la motivation des collaborateurs et sur le fait, pour obtenir vraiment du travail de qualité et de l'implication, d'avoir une très bonne ambiance et des gens qui se sentent bien dans leur basket, bien dans leur travail. Et au moment où j'arrive, petite anecdote, pour illustrer la chose, effectivement le chef de projet, j'assiste à une des premières réunions d'équipe avec le chef de projet, et le chef de projet présente un slide au tableau, il projette un slide, en indiquant, alors j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de bavardage dans les bureaux, il y a beaucoup de personnes qui circulent à la machine à café,
c'est pas sérieux tout ça. Les gens bossent pas, quoi. Exactement, les gens bossent pas. De parler dans un bureau. Qui discutent. Quand on discute, on travaille pas, c'est bien connu. Donc ce chef de projet-là dit, écoutez, moi j'ai mis en place un plan d'action en 3 points. Donc ceux qui continuent de parler, je les avertis. Une claque. Non, un avertissement, c'est un avertissement. Deuxièmement, s'ils continuent encore de parler malgré l'avertissement, je les change de place. Donc là, on se croirait en classe, à la maternelle. Et troisièmement, s'ils continuent encore de parler alors que je les ai changés de place, je les vire du projet parce que vraiment... Donc là, c'était génial parce que les gens avaient le mode d'emploi pour sortir le plus rapidement possible du projet. Donc ça, il a fait plaisir à tout le monde. Voilà. Bon, et donc, on s'en sort, mais on commence par mettre en place... alors, effectivement, l'idée, c'était le deal, c'était ça. Non, ça, pour s'appuyer sur ce qui était dit ce matin, objectif clair, il faut reprendre, il faut délivrer, il faut reprendre les choses, et la proposition, c'est d'y aller en agile. Donc, moi, la première chose que je fais, c'est de présenter un petit peu qu'est-ce que c'est que l'agilité, en l'occurrence les pratiques de Scrum, sans forcément l'expliquer clairement, pour expliquer qu'on va travailler sur des cycles courts, qu'on va délivrer, et je cherche par là même à la fois à expliquer aux gens qui sont là, qui n'ont jamais entendu parler de l'agilité, leur expliquer, leur donner un petit peu le sens de comment ça fonctionne, et aussi je recherche à avoir leur adhésion. C'est important de se dire, voilà. Et les gens sont d'abord effectivement dans cette logique de un petit peu de situation de mise en échec parce qu'on n'avance pas et que le chef il n'est pas content. Ils sont contents d'avoir une proposition et ils sont curieux de se dire oui, pourquoi pas. Et donc j'ai banco, on y va. On met en place également, du coup, après avoir défini les rôles, on s'organise avec les pratiques habituelles en agilité, la liste des choses à faire. Donc c'est les backlogs, et puis le management visuel. J'ai pas retrouvé de photos, on en parlait ce midi, de photos du management visuel, donc du mur que j'avais, que j'ai petit à petit décoré dans l'espace. Mais donc moi j'ai une équipe qui fait 6-7 personnes, quelque chose comme ça, et on utilise visuellement, donc là c'est tout bon pour post-it, un mur qui fait à peu près la longueur là, intégrale de ce que vous avez ici avec les tentures marron. Et tout est couvert, le mur est couvert, parce qu'en fait c'est un bureau qui est tout en longueur. Et je monopolise. Alors il y avait d'autres équipes au bout, mais petit à petit, comme eux ils n'utilisaient pas les murs, je suis allé. Donc pour donner de la visibilité sur ce qu'il y avait à faire. Et puis, donc dans ce management visuel, on a à la fois ce qu'il y a à faire, ce qui est en cours, ce qui est réalisé, les travaux éventuellement du testeur, enfin voilà, on met ça en place. Et un élément important dans cette... on en parlait aussi ce matin, il y avait des questions sur qu'est-ce que c'est que la planification. On utilise des éléments de management visuel pour faire de la planification en agile, et on utilise des outils qui sont, qu'on appelle, des graphes d'avancement en fait, qu'on appelle burn-up ou burn-down chart. C'est peut-être là ici que je peux éventuellement vous en parler rapidement, si ça vous intéresse de savoir ce que c'est qu'un burn-up chart. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça. Il y a des questions sur la planification. Donc je peux vous donner ici rapidement la façon dont on fait un suivi de réalisation. Alors, en l'occurrence, c'est une logique assez Scrum, mais... Donc là, je vais poser le micro. S'il vaut à peu près 2 fois et demi, ça veut dire qu'il vaut 13. S'il est plus petit, il vaut 2, 20, etc. Et en fait, la somme de ces efforts relatifs va donner le dimensionnement de tout ce qu'il y a à faire en termes d'efforts. Sans unité, je ne vous ai pas parlé de jour homme, de quoi que ce soit. Donc c'est même pas des choux ou des carottes, c'est juste, on parle de story point, parce que les agilistes utilisent la notion de user story, d'histoire, pour raconter ce qui va être fait dans le projet. Donc à un moment donné, on dit, moi dans mon périmètre, par exemple pour la prochaine version, ou là sur le périmètre qui est le nôtre, c'est d'ici la fin de l'année, on avait une logique de lotissement, ils avaient fait du lotissement au niveau de la direction de programme, donc il y avait des lots jusqu'au début de l'été, jusqu'en juin. Moi j'avais, je crois que c'était un lot jusqu'en juin, ensuite un lot en septembre. Donc
une logique de lotissement trimestriel, mais peu importe, et on dit, bah, par exemple, j'ai, je sais pas, 353 points en tout, donc c'est des story points à faire. Et on a d'autres outils dans l'agilité, notamment le fait de travailler en sprint, c'est-à-dire en cycle de réalisation fixe et court, mais fixe surtout, et à taille d'équipe constante. L'idée, c'est de mesurer combien de story points une équipe délivre. C'est ce qu'on appelle la vélocité. D'accord ? Et donc, l'idée, je peux avoir une équipe qui a une vélocité mesurée, hein, c'est pas quelque chose qu'on pose a priori, c'est quelque chose qu'on mesure. C'est important parce que ça fait partie de la logique du feedback. Hein. Quand on vous dit en agile, on fait du feedback, l'un des feedbacks, c'est de récupérer la vélocité, de mesurer la vélocité d'une équipe. Donc j'ai une vélocité, je ne sais pas moi, de 50 points par exemple. Ça, c'est ma vélocité. Et là, on utilise donc ce graphe d'avancement, moi j'utilise plutôt le burn-up chart. Donc burn-up, ça veut dire que je réalise et je mesure en cumulé la somme de ce que l'équipe réalise. Et l'idée, c'est de dire, c'est très très simple, hein, c'est de dire, j'ai un périmètre dont je sais qu'il vaut 350. Voilà, ça c'est mon périmètre à réaliser. Et puis j'ai une équipe qui avance en faisant 40 points un jour, 60 un autre, etc. Et le principe, c'est de dire que, alors c'est un indicateur de qualité, je peux reprendre le micro d'ailleurs. Oui. Je vais faire là. J'appuie où? Celui qui est allumé pour montrer que c'est éteint, c'est ça. Donc, je l'ai trouvé. Donc, l'idée c'est que comme je suis à taille de cycle de réalisation fixe et à taille d'équipe fixe, la logique c'est que l'effort, la vélocité est quelque chose de linéaire. Donc ça aussi on le mesure. Et donc du coup on fait une projection toute simple, hein, à partir de ce qu'on mesure dans les premières itérations, dans les premiers sprints, et on projette ici sur la totalité de ce qu'il y a à faire, et on en déduit une date d'atterrissage. Voilà. Donc la mécanique de pilotage en agile nécessite de s'appuyer sur une règle extrêmement complexe, très difficile à mémoriser, donc faites l'effort, peut-être vous ferez une révision ce soir en rentrant chez vous, ça s'appelle la règle de 3. C'est important, c'est la règle de 3, c'est quand même, je ne sais pas si vous vous rappelez, il faudra peut-être me remettre dans les bouquins, pour déduire quand est-ce qu'on arrive ici. Voilà. Et c'est vrai que cette règle de 3, blague à part, c'est vraiment l'outil principal du pilotage en agile, et ça marche, d'accord, c'est important, on y revient. Voilà. J'arrête ma digression, on reprend, je ne sais plus où on en était, mais tu vas assurer là, Fred au secours. Oui, je crois que tu avais dit à peu près ce que tu voulais dire. Donc c'est à toi. Je vais prendre la main. Donc moi, un début d'intervention assez similaire. Donc dans les tout premiers jours, une construction du backlog. Le backlog donc, qui est la liste de tout ce qu'on allait avoir à faire sur le projet de migration. En termes d'unité de backlog, donc, la fameuse user story qu'on utilise en agilité comme unité de travail, c'était assez simple sur la migration. Grosso modo, c'était une table cible du modèle relationnel à alimenter, c'était une user story, donc une unité de travail. Et donc on a fait comme Xavier, parce que et pourtant on ne se connaissait pas encore. On ne se connaissait pas encore, mais effectivement, en tant qu'agiliste, on ne s'est pas estimé. Et visiblement, de ce qu'on a pu voir sur d'autres expériences, les autres qui ne sont pas agilistes ne savent pas estimer non plus. Mais sauf que nous, ce qu'on essaye de faire... Et nous, on le fait plus vite. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir rapidement un retour sur la fameuse vélocité de l'équipe pour se projeter sur notre atterrissage. Et puis après, on est capable d'adapter éventuellement le périmètre lorsqu'on a une date ou un budget contraint. Donc, ce backlog a été constitué, des story points, tout comme vous aviez, pour dimensionner le backlog. Et puis au fur et à mesure des premières itérations, on est capable de savoir quelle est la pente de notre droite par rapport au périmètre qu'on a à atteindre, et on peut savoir si l'atterrissage est conforme à la date imposée par le client, ou si on a besoin de prendre des mesures différentes, ou de faire des coupes de périmètre, ou de trouver des solutions pour améliorer ça.
Une autre composante importante, c'est qu'on a tout de suite embarqué le métier dans des ateliers. On avait besoin d'aller très vite pour concevoir la façon dont on allait migrer les données sources dans le modèle cible. Donc on a organisé des ateliers collaboratifs avec nos concepteurs, le métier, ateliers au sein desquels, dans la même itération, on faisait de la conception et de la validation. Donc quand on sortait de la fin de sprint avec l'atelier de validation terminé, c'était signé, c'était bon, on pouvait y aller et on n'y revenait pas par la suite. Et puis, autre pratique sur laquelle je reviendrai un peu plus tard, mais c'est la documentation. On l'a dit, la documentation, c'est pas forcément le plus important dans l'agilité, le plus important, c'est le produit qu'on va délivrer, mais cette documentation, elle était indispensable pour créer une communication entre l'équipe de conception et l'équipe de développement. Donc on a fait un travail important sur la documentation pour l'optimiser. Donc en optimiser sa production et optimiser la valeur qu'elle pouvait avoir comme vecteur de communication entre les différents intervenants du projet. Voilà, ça, c'est une idée extrêmement originale, hein, la documentation comme vecteur de communication. C'est fort. Hein. Classiquement, la documentation est plutôt un vecteur de contrôle. Donc, la doc agile, elle vise aussi à avoir un usage de communication. On enchaîne, du coup. Donc, l'idée dans le slide précédent, c'était de faire référence à des pratiques qu'on a mis en place. Ici, on va vous parler un petit peu de ce qu'on a adapté. Parce qu'en fait, l'idée maîtresse de ce qu'on souhaite partager avec vous, c'est qu'à travers cette histoire, c'est que dans ce programme complètement en cascade classique, avec sa phase de spec, sa phase de conception, sa phase d'analyse de conception, enfin bref, on est vraiment dans une cascade très très traditionnelle. Comment est-ce qu'on a fait pour pouvoir faire de l'agilité? Donc il a fallu qu'on déroge un petit peu. Si on était resté, on revient au serment de non-allégeance, c'est garder l'esprit ouvert pour se dire comment est-ce qu'on peut utiliser ce qu'on sait faire utilement dans le contexte dans lequel on est. Et il y a une chose vraiment importante, donc en termes de vocabulaire, les agilistes parlent d'histoire, user story, donc les choses à faire sont des histoires. Je refais une petite digression théorique pour que vous puissiez comprendre ce qu'il y a sur ce slide. La notion de user story, on appelle ça aussi le customer voice, c'est-à-dire c'est de dire on va exprimer ce qu'attendent les utilisateurs, ce que doit réaliser notre produit, notre solution, on va l'exprimer du point de vue de l'expérience utilisateur. C'est pour ça qu'on parle de user story, par exemple, dans Extreme.1. Donc l'idée, c'est derrière d'avoir ce que Frédéric appelait tout à l'heure aussi des unités de travail, mais qui soient des unités de travail qui apportent de la valeur métier. Donc ça, c'est un élément important dans l'agilité. On mesure, hein, tout à l'heure je parlais de story points, vous voyez bien que c'était une façon de dire j'évalue l'effort de choses qui apportent de la valeur métier. Nous, ce qu'il a fallu qu'on fasse, c'est qu'on s'est retrouvé, alors là c'est le vocabulaire plutôt du cycle en V, c'est les livrables. Est-ce que vous savez tous ce que c'est qu'un livrable dans un cycle en V? Qui ne sait pas ce que c'est qu'un livrable dans un cycle en V? Levez la main. Ceux qui ne savent pas. Bon, j'en prends un au hasard, il va me dire, parce que tout le monde a l'air de savoir, c'est quoi un livrable en cycle en V? Voilà, donc, alors, moi j'ai découvert, parce que les agilistes, livrables, c'est les choses qu'on livre. Et les agilistes, ils livrent du soft qui marche. En cycle en V, un livrable, donc je l'ai découvert sur ce projet, en fait c'est la doc. C'est une doc de conception, une spec, une doc d'analyse, spécification fonctionnelle générale, etc. Ils appellent ça des livrables. Donc, vous voyez bien l'entorse ici. Hein. On a donc introduit cette notion d'histoire de livrable. C'est-à-dire que j'ai constitué, moi, avec mon équipe, puisqu'en plus on est arrivé sur une phase de conception qui pataugeait, donc il fallait qu'on relance la machine, et donc en utilisant l'agilité, les principes de l'agilité, les pratiques, backlog et autres, on a accepté avec l'équipe de constituer un backlog d'histoire de livrables. Alors on n'a pas fait ça ad vitam, parce que l'idée c'était d'aller plus rapidement, de revenir vers des choses qu'on pouvait délivrer, démontrer à nos utilisateurs, mais c'est vraiment une chose importante.
Oui, tout à fait. Alors, nos deux projets sur ce plan-là étaient au même niveau, c'est-à-dire que moi aussi sur migration, on a commencé par me dire c'est la conception qu'il faut faire avancer, on est au point mort, on a un cahier des charges, mais ça n'a pas bougé, on n'arrive pas à sortir des specs générales, puis des specs détaillés, puis des specs techniques. Je dis oulala. Et donc, par rapport à ces livrables, comme on le disait en introduction, on a joué le jeu de s'inscrire dans la volonté du programme. Et donc on s'est dit, utilisons nos savoir-faire et ce qu'on a envie d'apporter en termes d'agilité pour faire avancer ce premier élément, cette conception qui était au point mort. Le plus vite possible pour s'en débarrasser. Et donc cette histoire de livrable, je le disais tout à l'heure, on l'a traitée à travers des modes itératifs, à travers des ateliers avec le métier et à travers un dispositif donc, de pair designing. Donc les concepteurs travaillaient par deux, avec un junior plutôt très technique qui était capable d'aller dans les bases de données, dans les fichiers, qui connaissait bien le modèle source, et puis un senior qui connaissait bien le métier et qui était capable d'avoir une vision un peu plus haute orientée utilisateur. Et ça a extrêmement bien fonctionné, et on a reproduit ce fonctionnement au niveau de la création des tests. On a créé des tests automatisés sous forme de requêtes SQL. Donc on a pris exactement le même mode de fonctionnement avec quelqu'un très orienté fonctionnel, quelqu'un qui maîtrisait bien SQL et le requêtage en base de données, et qui nous ont permis de constituer des tests automatiques extrêmement efficaces. Alors dans cette logique effectivement d'industrialisation, en termes de testing même de réalisation, dans l'équipe CRM on avait une problématique, je l'ai évoquée, qui était le fait d'avoir affaire à un progiciel en mode SaaS. Ça nous a posé aussi des difficultés en termes de migration, puisque migrer des données qu'on n'a pas dans notre SI, c'est pas simple. Donc il a fallu vraiment qu'on travaille sur le sujet, et ça a été un sujet de rapprochement entre nos deux équipes, et puis entre nous deux également d'ailleurs. Et du coup, on n'a pas vécu, ou en tout cas, moi, alors je connaissais rien du tout à la techno, mais c'était pas ma valeur, en l'occurrence, heureusement, parce que je cherchais pas à en avoir. Mais par contre, mon rôle, a été en tout cas de challenger l'équipe. Donc ici, sur l'aspect, sur le mode SaaS, alors je le montre avec l'ombre ou avec le doigt, mais les équipes agiles ont à cœur d'utiliser, de recourir à de l'automatisation. Automatisation de test, automatisation de delivery, de mise en livraison, de mise en production, de mise à disposition de ce qu'ils font. Avec le SaaS, c'est juste pas possible puisque c'est de la configuration. Mais l'idée qu'il y avait derrière cette industrialisation, c'est d'être capable de pouvoir faire des choses de manière itérative en cycle court, donc d'être industrialisé dans sa capacité à tester et à livrer ce qu'on avait, et donc en attirant l'attention de l'équipe sur ce bénéfice, je les ai challengés sur ça en disant ok, vous ne pouvez pas faire d'automatisation, mais est-ce que vous pouvez industrialiser? Et ils ont mis en place, en y réfléchissant, et je leur ai accordé, entre guillemets, mon rôle était un rôle de chef de projet, en l'occurrence, donc je les ai titillés sur ça, et je leur ai accordé le temps qu'ils souhaitaient prendre pour s'approprier cette problématique et essayer de trouver des solutions. Et c'est ce qu'ils ont fait, à base de fichiers Excel configurés ou autres, qui leur permettaient de rendre leur travail de mise en prod, puisqu'on faisait des livraisons régulières, leur travail de mise en prod, leur travail de testing plus efficace. Et c'est quelque chose sur lequel ils ont capitalisé rétrospectivement lors de la MEP, quand on a fait la MEP donc en janvier, début janvier. L'un des éléments de l'équipe à remonter, c'est heureusement qu'on avait ça. Ça nous a vachement aidé. Voilà. Donc, cette idée d'industrialiser, c'est vraiment important. Oui, et toujours dans le domaine de la conception, donc je vous ai parlé du pair designing, je vous ai parlé tout à l'heure de la documentation, sur le fait qu'on avait souhaité mettre en place quelque chose de très compact, mais également très utile, parce que compréhensible par toutes les parties prenantes, aussi bien le métier qui participe aux ateliers, que les concepteurs, que les développeurs et que les testeurs. Donc, on a réalisé ça avec, alors le terme est estampillé Xavier Galéry, hyperspec. Alors, qu'est-ce que c'est? Moi, je suis hyperspec. Ouais, je suis un fanat du mind mapping. Je ne sais pas si certains d'entre vous savent ce que c'est que le mind mapping. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici.
c'est une représentation arborescente d'un sujet, d'une idée, de concept, plutôt qu'une représentation classique qu'on peut avoir dans du Word sous forme textuelle de haut en bas ou avec des bullet points dans PowerPoint. Donc là, c'est en 2 dimensions, c'est arborescent. Et j'utilise donc fréquemment des logiciels pour faire des mind maps. Et donc l'idée m'est venue de dire pourquoi ne pas utiliser ces logiciels-là pour industrialiser la production de specs et faire quelque chose de très facile à produire, de très efficace et également très facile à lire pour les personnes qui allaient avoir à l'exploiter. Donc c'est ce qu'on a fait. En plus, ça nous a bien aidé parce que vous avez vu qu'on n'était pas tout seul, on avait des amis tunisiens qui, eux, assuraient la partie réalisation. Donc l'équipe de conception et de test était à Nanterre en France et l'équipe de réalisation était à Monastir en Tunisie. Et donc ces specs-là ont été extrêmement riches en termes d'échange et de communication. Alors on le disait tout à l'heure, les specs sont un vecteur de communication. Bien évidemment, elles ont été complétées par énormément de coups de fil, d'échanges par chat, par mail, auxquels on est attaché également dans le monde de l'agilité pour favoriser la compréhension mutuelle des sujets sur lesquels on travaille. Je propose qu'on termine sur le rythme soutenable, si ça te convient. Oui. Donc c'est une autre idée centrale, à la fois des méthodes agiles, de dire voilà, il faut que les équipes s'approprient leur travail, on va leur demander de s'auto-organiser, on va leur laisser la latitude pour s'auto-organiser, et l'une de ces latitudes, c'est de faire en sorte qu'ils définissent eux-mêmes leurs travaux, qu'ils les estiment, c'est pas quelque chose qui leur est imposé. L'objectif de tout ça, c'est de faire en sorte que les gens travaillent dans un rythme qui est satisfaisant pour chaque individu et qui leur permette de s'inscrire dans la durée, donc, ce qu'on appelle le sustainable space ou le rythme soutenable en français. Et avec cette logique de respiration, ça permet donc aux équipes de prendre le temps aussi de penser à autre chose. On raisonne par exemple en termes d'allocation de temps, d'heures idéales dans la journée pour que les gens ne soient pas pris par le fait d'avoir dit je prends 2 heures, ma tâche elle doit faire absolument 2 heures, si jamais j'ai besoin de 3, ça va me bouffer ma journée parce que je vais avoir un cumul de j'avais pris 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures, comme je suis censé faire 8 heures, c'est pas possible. Donc on se met dans une logique où on dit par exemple que dans la journée, on fait 6 heures idéales et ça permet de donner le temps de respirer aussi au quotidien. Alors l'histoire à raconter, en tout cas l'anecdote pour moi dans cette équipe, tu pourras peut-être en rajouter une sur ce sujet Frédéric, c'est que l'équipe m'a remonté, alors elle a mis du temps à se rendre compte en fait que quand on se mettait devant le tableau et qu'il fallait qu'ils fassent leur découpage en tâches, qu'ils fassent leurs propres estimations, ça, ils se sont appropriés en pratique. Mais quand on faisait le suivi quotidien pour dire où est-ce que tu en es, combien de temps il te reste, etc., ils ont mis plusieurs semaines, c'est dire, alors que j'étais moi vraiment dans une logique de, pas du tout de contrôle, de dire, bon voilà, qu'est-ce qui te reste comme temps, ça m'est égal de savoir combien de temps t'as passé, je veux juste savoir où on va pour éventuellement voir s'il y a à arbitrer des choses, mais ils ont mis plusieurs semaines à se rendre compte qu'effectivement ils n'étaient pas contrôlés, et un jour un équipier est venu me voir en me disant mais c'est vrai que finalement tu nous demandes pas des comptes. Bah oui, effectivement, on ne demande pas des comptes, on n'est pas là pour ça. Étonnant, non? Effectivement, donc en parallèle de tout ça, vous l'aurez compris, on intervenait au début dans une ambiance un petit peu morose, donc je pense que chacun de notre côté, on a souhaité aussi soigner notre équipe, lui donner, comme disait Xavier, le temps de respirer, le temps de faire des pauses, et puis moi je suis plutôt du style à encourager le fait de parler dans les bureaux, de faire une pause de temps en temps, et donc ça a été... Mais avec des blâmes. Non. Ça a été extrêmement bénéfique. L'amélioration de l'ambiance globale sur le projet a été extrêmement bénéfique par rapport à l'atteinte de notre objectif. Et un dernier petit point, je ne vais pas m'étendre dessus, mais effectivement, on parle souvent de soigner l'équipe, mais soigner l'équipe, c'est aussi soigner chaque équipier, parce que on a pu aussi se rendre compte sur le programme, mais c'est vrai sur tous les projets, que toutes les personnes ne réagissent pas de la même façon. Je parlais de pair designing ou pair testing. Il y a des gens qui apprécient énormément de travailler en binôme, il y en a pour qui c'est un peu plus difficile et ils ont besoin aussi de moments où ils vont travailler un peu de leur côté, où on leur confie une tâche sur laquelle ils peuvent se mettre dans leur bulle. Et ça, il faut le respecter pour obtenir la motivation dont on parlait.
Absolument. Alors, on l'a dit aussi ce matin, un petit clin d'œil à mon ami Cédric, qui était donc un des équipiers sur l'équipe et avec qui on blaguait, parce que là, alors, c'est vrai que dans l'espace dans lequel on était, c'était redevenu très convivial et très blagueur. Et des fois, quand on avait des difficultés, il me disait tu sais, Xavier, la vie, c'est pas facile. Et c'est vrai, la vie, c'est pas facile. Merci Cédric. Exactement. Donc on a eu quelques embûches sur le parcours, hein, tout n'a pas été rose. Nos collègues orateurs de ce matin le disaient, mettre en place l'agilité, c'est plein de belles promesses, mais c'est un chemin qui n'est pas toujours aisé, qui est semé d'embûches. C'est un vrai défi. Donc on a eu notre lot d'embûches, et tout d'abord, le trop c'est trop, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas tout faire. Donc on s'est dit, bah voilà, on arrive à un stade avec nos outils justement de prédictibilité, on arrive à un stade où si on continue comme ça, c'est pas au 1er janvier 2013 qu'on va livrer, mais c'est au 30 juin. Donc à travers la visibilité qu'on avait obtenue via nos outils, à travers, il faut le reconnaître, une vision réaliste et pragmatique du client. Encore une fois, là-dessus, il faut lui rendre hommage. Et à travers sa capacité à prendre des décisions, on a su faire des simplifications, accepter de dire tel ou tel élément, on va le migrer, mais de façon plus synthétique, plus sommaire. On savait qu'on allait un petit peu le payer par la suite, je vous en parlerai, mais c'était une décision indispensable si on voulait atterrir à l'heure dite. Donc en termes de burn-up chart, je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, c'est très simple. Ceux qui sont là auraient pu se mettre là aussi, hein. Enfin bon, je dis rien. Non. Donc en termes de burn-up chart, c'est très simple, hein. C'est que je sais que je dois atterrir le 1er janvier 2013, ça c'est non négociable. Et puis ma tendance me montre qu'avec tout ce que j'ai à faire, en fait c'est en mars. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Non, on arbitre, on réduit le périmètre. On réduit le périmètre de façon à ce que ça fasse ça. Voilà, c'est ce dont parle Frédéric. Et c'est vrai qu'en termes d'indicateurs, c'est ça qu'on utilise. Surtout qu'après, on peut toujours avoir d'autres arbitrages, on peut se dire, effectivement, ma ligne, elle part dans ce sens-là. Si je veux malgré tout réussir à faire ça, une solution, ça peut être aussi d'augmenter le nombre de ressources, oui, de restaffer l'équipe. Nous, il se trouve que sur migration, on avait déjà eu du mal à trouver une équipe qui ait vraiment les compétences et fonctionnelles et techniques à niveau pour mener à bien le projet. Donc, c'était pas une option de renforcer l'équipe à quelques mois de l'atterrissage avec des personnes qui découvraient l'environnement. Pour rebondir sur ça très rapidement, le fait de rajouter des ressources, c'est quelque chose que vous connaissez sans doute, et en général on fait ça en fin de projet, et on sait tous que ça ne marche pas. Parce que les gens qui arrivent ont besoin de monter en compétence, ça bouffe du temps, ça perturbe, en plus il y a de la pression parce que le manager est absent. Et donc, du coup, l'intérêt de cet outil, il est aussi à ça, c'est-à-dire que mesurer que la vélocité est quelque chose qui se stabilise, ça se fait en tout début de projet, hein, on parle d'un projet de plusieurs mois. Au bout de 2 mois, on sait quelle est la vélocité de l'équipe. Ce qui fait que, quand on voit ça, la décision de rentrer des ressources, on ne la prend pas 1 mois avant la MEP, on la prend 9 mois avant la MEP. Et là, ça peut faire du sens. Ou pas, hein. Mais au moins on a cette possibilité-là. Voilà. Bon outil, très bon outil. Le deuxième sujet, alors c'est pas vraiment une embûche, c'est plutôt un risque. Un facteur important de risque pour un projet, c'est de ne pas être conforme avec les attentes du métier. Donc, on parle ici de non-conformité, je parle aussi souvent de convergence. C'est la question de la convergence de ce qu'on fait avec les vrais besoins du terrain. Donc pour adresser ces sujets-là, on a mis en place, là c'est vrai que c'est beaucoup sur le périmètre clientèle, puisqu'il y a aussi des besoins, comme on s'est remis à délivrer, on a fini notre phase de conception, après on a commencé à délivrer du vrai, et on l'a montré à nos utilisateurs avec les ateliers métiers. Nous c'était des ateliers aussi, beaucoup des ateliers démo. C'est vrai que pour la migration c'est un peu plus difficile de faire de la démo, mais pour nous c'était important. Du coup, on a eu des nouvelles demandes, et voilà. Et donc, on s'est assuré de cette question de la conformité en faisant des démos fréquentes de ce qu'on avait à faire, en s'appuyant sur l'industrialisation dont je parlais tout à l'heure. Et également, pour adresser les nouveaux besoins, on a eu un nouveau besoin qui est arrivé, qui touchait l'interface graphique.
il a fallu faire entre guillemets les specs rapidement, et là on revient un peu à, alors pas l'hyperspec que j'aime beaucoup en mind mapping de Frédéric, parce que j'avais pas cette idée, j'utilise plutôt des techniques plus classiques de type storyboarding. On avait de l'interface graphique entre guillemets à spécifier. J'ai fait appel à des gens qui savent bien faire ça, et on a fait notre storyboard avec nos utilisateurs, et on a dépoté ça comme il fallait. Voilà. Donc s'assurer de la conformité de ce qu'on va faire avec le besoin de nos clients, ça passe par montrer et récupérer du feedback. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait. Et sur migration, alors on n'avait pas des démos au même sens que ce que c'est Xavier sur le pyramide clientèle, mais nos démos à nous, c'était ce qu'on appelait les bascules à blanc, ou les runs à blanc, où on prenait la base de données de production à un instant T, on faisait jouer toute la mécanique de migration, et puis on analysait les données en sortie pour vérifier que c'était conforme. Et alors un dernier point, c'est pareil, c'est un mot de Xavier, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que ça veut dire, le je suis perché. Le je suis perché, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, moi je le traduis par pas moi. Donc le pas moi, c'est... Tu peux pas me toucher, c'est ça. C'était un jeu qui était énormément pratiqué sur le programme, parce que vous l'avez compris, il y avait une douzaine de projets en parallèle. Et donc le grand jeu, surtout quand ça commence à sentir un peu grossi, c'est d'essayer de montrer que quand quelque chose ne marche pas, ça vient pas de chez moi, mais ça vient chez l'équipe du petit copain d'à côté. En fait, ça vient pas de chez moi, ça vient de chez toi. C'est ce que tu as essayé de faire pendant plusieurs mois. Et donc par rapport à ça, on a fait les efforts nécessaires pour casser un peu tout ça et se fixer des objectifs communs, pas seulement au sein d'une équipe, mais au sein du programme dans son ensemble, et améliorer la collaboration inter- et intra-équipe, les deux. Parce que c'est vrai que la collaboration intra-équipe, c'est ce qu'on a soigné en premier, mais après, on a fait les efforts nécessaires pour qu'il y ait une vraie dynamique sur l'ensemble du programme, sans quoi, effectivement, on restait dans cette logique de responsabilité sur son petit périmètre, et surtout, attention, dès qu'il y a un truc qui tombe, je m'écarte, et comme ça, c'est Xavier qui prend. Et c'était pas dans les specs. C'était pas dans les specs. Alors c'est vrai que si, tout à l'heure j'en parlais, la migration des données qui étaient en SaaS, ça a été une vraie problématique, notamment en termes de perf. Parce qu'il fallait migrer évidemment le plus rapidement possible. Et les travaux qui nous ont permis de passer au début, on espère que ça devrait le faire en 3 jours, puis après on regarde concrètement grâce à nos répétitions et on constate qu'en fait, pour être réaliste, c'est 3 semaines. Et on essaie de démontrer que... Ça va, on m'entend? Je sais pas, moi on m'entend. Moi on m'entend. Si on nous met des bâtons dans les roues, c'est bien. Bon. Donc effectivement, on essaie de démontrer qu'avec l'agilité, on arrive à livrer dans les temps. Sur ce point, on n'assure pas trop au niveau de la présentation. Donc au final, vous l'aurez compris, c'était un succès. On a réussi à arriver en production à l'heure dite et sans bug. Mais, parce qu'il y a quand même des mais, je vous en avais parlé tout à l'heure, on a dû faire des arbitrages pour être à l'heure dite en production, et ces arbitrages, il faut les assumer. C'est-à-dire qu'un certain nombre de données migrées, là je parle surtout pour mon côté migration, le projet migration, un certain nombre de données migrées l'ont été d'une façon un peu plus simpliste que ce qu'on aurait pu faire avec plus de temps. Et derrière, ça voulait dire du rattrapage, ça voulait dire certaines actions manuelles pour corriger notamment des notions de facturation. Donc c'était le prix à payer, mais sans ça, on n'avait aucune chance d'arriver dans les temps et donc d'arriver à la satisfaction du client. Le handover de micro. Petite chose sur ça, ici on le résume en disant oui à l'heure et sans bug. C'est pas anodin, chacun de nos périmètres a fait le job et vraiment correctement, c'est-à-dire qu'après la MEP, il y a des choses qui sont remontées mais qui n'étaient pas dues, ou très peu, ou même de façon très mineure, à des anomalies liées au périmètre clientèle ou au périmètre de la migration. Ce qui n'est pas le cas des autres projets, sans vouloir jeter la pierre. Mais c'est quand même intéressant de noter ça. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres projets, on l'a expliqué tout à l'heure, qui au niveau du programme ont fonctionné en cycle en V classique et ils se sont bananés, ils n'avaient pas assez testé, ils n'avaient pas assez fait de feedback, les utilisateurs étaient horrifiés de ce qu'ils avaient, vraiment, c'est à noter. Mais chacun ses casseroles, parce que moi j'ai les miennes quand même.
Dans mon périmètre, il y avait autre chose, donc je vais vous raconter une toute petite histoire, qui est l'histoire d'ICL, Internet Client, qui est un flux entre la partie Internet Client au niveau national, puisque le programme s'inscrivait dans la refonte, c'était sur l'Île-de-France, et l'environnement de facturation, donc le système de facturation, donc, qui était l'un des projets à part, le système de facturation du SI. Alors, j'avoue que je me pose encore la question pourquoi il est tombé dans le périmètre clientèle, alors que c'est un flux entre des applications qui n'avaient pas sous ma responsabilité en fait dans le périmètre. C'est peut-être déjà un indice d'un dysfonctionnement en réalité, parce qu'en fait c'est le premier dysfonctionnement qu'on note ici, c'est-à-dire que l'une des raisons pour lesquelles on a eu vraiment des difficultés à faire quelque chose sur ICL, c'est qu'il y avait énormément de contributeurs qui étaient tous le nez dans le guidon sur leur sujet. Tout le monde s'en foutait très clairement du flux ICL, mais vraiment quoi. Alors qu'il avait un impact métier important, puisque c'est tous les clients qui avaient leur compte sur Internet et qui faisaient leur suivi, du jour au lendemain, il n'y avait plus rien qui marchait, quoi. C'était enfin, ça se voyait. Et du coup, le client, quand je dis client, c'est les utilisateurs finaux. Notre client, lui, il n'était pas content que ça marche pas. L'autre casserole, c'est que pour le coup, il y avait beaucoup de handover. Donc, les gens étaient. Il y avait beaucoup de contributeurs qui étaient distants aussi, je le dis ici, les uns à l'autre bout de Paris, les autres à l'autre bout, au mieux à plusieurs étages au-dessus, enfin, vraiment compliqué. Et du coup, ils échangeaient par je te donne le truc, et je suis perché, je n'étais pas dans les specs, etc. Donc, j'ai vraiment galéré à arriver à obtenir. Oui, c'est-à-dire qu'on met au cœur de notre démarche les individus et voilà, leur capacité notamment à prendre des initiatives par rapport au processus et aux outils en place. Et c'est ce qui fait à certains moments qu'on est capable de se dire ok, cet outil-là c'est bien, mais quelqu'un a une meilleure idée qui sort un peu du process actuel, qui sort un peu de nos outils habituels, on l'applique. Alors avant de vous la dévoiler, je vais vous faire rapidement quand même ma vision du manifeste. Rapidement. En fait, ce que je dis souvent quand je présente le manifeste, c'est que quand on le présente et qu'on l'explique, on vous l'a déjà fait, je ne vais pas le refaire, tout le monde dit oui, bien sûr, ce qui est à gauche c'est vachement plus important, c'est évident. Collaborer, avoir une solution qui fonctionne plutôt que ce qu'il y a de l'autre côté. Et puis quand le projet rentre en crise, et tout de suite on retombe à droite, quoi. On ressort les contrats et la doc, alors la doc n'était pas à jour, et puis finalement t'as pas respecté le process, et puis il y avait un plan, le planning on l'a pas suivi, quoi. Et j'aime bien cette idée de garder à l'esprit le manifeste agile comme une sorte je sais pas comment dire ça, mais de détecteur de warning. Voilà, c'est quelque chose qui va permettre à des voyants de s'allumer. C'est-à-dire que si on voit qu'on commence à ressortir les process, à ressortir, etc., c'est qu'il y a peut-être un problème dans le projet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la façon moi que j'ai d'utiliser le manifeste agile. Je garde toujours à l'esprit, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette digression. Et c'est vrai que souvent, en fait, le stress du management se manifeste par un basculement vers le côté droit. Et donc du coup, la dernière valeur, c'est les valeurs en avant par rapport aux pratiques. Donc effectivement, c'est un peu une méta-valeur. C'est trop fort. Hein. C'est trop fort. Vous êtes prié d'applaudir là, immédiatement sur le champ tout de suite. Voilà. C'est bien. Vous êtes vraiment gentil parce que je vous ai pas donné d'ordre. C'était un peu. Je vous ai invité à applaudir. C'était un peu sous la contrainte quand même. Mais effectivement, le message derrière, c'est que les pratiques, c'est important. Et les pratiques, on sait que toute méthode agile en a sa caisse à outils. Scrum a des pratiques, XP a les siennes, Kanban a les siennes. Toutes les sociétés ou les coachs du marché vont vous proposer une adaptation où ils vont puiser un petit peu ce qu'ils considèrent être le meilleur de chaque méthode. Mais nous, ce qu'on veut toujours garder à l'esprit, c'est qu'au-delà des pratiques qui vont être mises en place, c'est surtout de garder en tête les valeurs qu'on veut véhiculer pour faire aboutir nos projets et faire des projets de qualité. Et sans ça, très sincèrement, prenons juste l'histoire de livrable. Si j'arrive, je suis agiliste, je me fie aux pratiques, et on me dit, voilà, il faut faire de la conception. Soit je m'en vais tout de suite, soit je me bats avec la direction de programme, mais j'accepte pas normalement de faire des histoires de livrables. Puisque avoir une histoire qui raconte que le doc
spec détaillé de telle partie est à jour. C'est pas une histoire au sens d'une équipe agile, puisqu'une histoire, ça délivre de la valeur. Alors, jusqu'à la preuve du contraire, un doc de conception, l'utilisateur, il n'en a juste rien à faire. Donc c'est vraiment important cette idée-là, parce que je pense vraiment que c'est grâce à ça qu'on a réussi à apporter ce qu'on a apporté sur ce projet qui était en galère. Par contre, faites attention, c'est à manier quand même avec précaution, comme toutes les méta-règles. Hein. C'est-à-dire que j'aimerais que vous évitiez, sous prétexte d'avoir entendu à l'Agile Tour qu'on pouvait faire des histoires de livrables, de vous mettre à raconter que des histoires de livrables dans vos projets. Voilà. Pensez à ce que ça sert, quel est l'objectif, quel est le gain pour le projet, à un moment donné, de dire bah, mon backlog, je vais plutôt mettre des choses comme ci ou comme ça. Voilà, il faut garder ses valeurs, il faut savoir travailler avec. Donc finalement, c'est encore plus dur. Mais c'est ça le fondement de l'agilité, finalement, hein, c'est que c'est dur.